Bonjour à tous, bon après-midi ou bonsoir à tous, selon l'endroit où vous êtes dans le monde. Bienvenue et merci pour votre participation à ce webinaire. Nous n'allons pas tarder à commencer. Je m'appelle Cyril Sec et travaille pour Vital Stratégie. Vital Stratégie est une organisation spécialisée dans la santé globale qui travaille aux côtés des gouvernements et de la société civile du monde entier pour les aider à résoudre leurs problèmes de santé publique les plus urgents et les plus importants. Dans le cadre de la riposte à la Covid-19, nous avons tiré parti de nos réseaux existants pour mettre en place une initiative multidisciplinaire visant à contrôler et à atténuer l'impact de la pandémie dans les pays d'Afrique et au-delà. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour examiner la question de la communication sur les risques liés à la Covid-19 sous l'angle des éléments probants et des données. Pour mener cette discussion, nous serons rejoints par Benjamin Djoudalbaye, Nandita Murukutla et Marine Buissonnière. Notre premier orateur, donc, est Benjamin Djoudalbaye. Monsieur Djoudalbaye est responsable des politiques, de la diplomatie de la santé et de la communication au sein d'Africa CDC. Avant de rejoindre Africa CDC, il a notamment été haut fonctionnaire en charge de la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme et d'autres maladies infectieuses à la Commission de l'Union africaine. Lors des questions-réponses, Dr Nandita Murukutla, vice-président politique et recherche au sein de Vital Stratégie, pourra intervenir. Dr Murukutla est une spécialiste de la sociologie comportementale et dispose notamment d'une expertise dans les questions de changement social et comportemental. Mais dans un premier temps, faisons place à Marine Buissonnière. Madame Buissonnière est conseillère principale au sein de l'équipe prévention des épidémies de Resolve to Save Lives. Elle a auparavant été directrice du programme de santé publique de la Fondation Open Society et secrétaire générale d'MSF International après quelques années de MSF sur le terrain. Merci Cyril et bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous aujourd'hui pour ce webinaire. Je voudrais, dans un premier temps, vous parler du partenariat que nous avons forgé entre Vital Strategy, Resolve to Save Life, l'Africa CDC, l'OMS, le Forum économique mondial, la London School of Hygiene and Tropical Medicine, ainsi que deux compagnies privées, Ipsos et Novita, et des raisons qui ont motivé la création de ce partenariat. Ce partenariat est ancré dans la problématique de la Covid-19 à laquelle nous faisons tous face aujourd'hui. En l'absence de traitement ou de vaccin contre la Covid-19 et étant donné la nature de la Covid qui se transmet lors de contacts étroits et peut se faire par des personnes pré-asymptomatiques, les pays aujourd'hui ont peu de solutions à leur disposition. Les pays ont donc peu de solutions à leur disposition. Les mesures sociales et de santé publique sont les solutions à notre disposition en l'attente de vaccins ou de traitements pour répondre à cette pandémie. Ces mesures sociales et de santé publique peuvent être utilisées pour ralentir l'épidémie et en diminuer l'impact, et elles comprennent un certain nombre de mesures. Les mesures de contrôle de la maladie, recherche des contacts, isolement des personnes, mise en quarantaine, mesures sociales de santé publique individuelle, type hygiène des mains, étiquette respiratoire, port du masque, et des mesures sociales de santé publique communautaire, fermeture des écoles et des universités, fermeture des lieux de travail, interdiction des rassemblements de masse, verrouillage de certaines zones géographiques. L'introduction de ces mesures du type que je viens de vous décrire vise à permettre deux choses. Retarder l'épidémie, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, c'est-à-dire retarder dans le temps l'épidémie et réduire la hauteur du pic épidémique, ce qui permet un certain nombre de choses. La prise en charge d'un nombre supportable de patients par les établissements de santé,
nous ne voulons pas que les établissements de santé soient submergés. Il est donc essentiel de leur permettre de gagner du temps par rapport à la hauteur du pic épidémique et à son arrivée. Ça permet aussi la mise en œuvre de nouveaux savoirs par les responsables de la santé publique. Le temps nous permet d'acquérir, d'appliquer de nouvelles connaissances pour toujours mieux cibler les nouvelles interventions. Enfin, gagner du temps permet aux chercheurs de disposer davantage de temps pour développer des traitements et des vaccins que nous pourrons par la suite introduire. Mais il faut reconnaître que l'un des défis, lorsque l'on réfléchit aux mesures sociales de santé publique, défis de plus en plus apparents, est que nous ne bénéficions pas encore de toutes les connaissances pour répondre à la question de la sévérité que cette épidémie va avoir, et notamment la sévérité que cette épidémie va avoir dans les pays africains. Ce cadre que vous voyez ici sur la diapositive, cadre d'évaluation de la gravité des épidémies, est utilisé de manière commune pour se donner une idée de la gravité des grippes saisonnières et des pandémies historiques. Il nous permet donc d'appliquer ou d'essayer de se rendre compte pour savoir dans quelle fourchette de gravité la pandémie de Covid-19 se trouve. Mais sur le Covid-19, on sait qu'il est très infectieux, mais on se rend compte aussi que, contrairement peut-être à d'autres épidémies qu'on peut très clairement placer dans ce cadre d'évaluation de gravité, comme la pandémie de 1918, qui était à la fois très active au niveau clinique et avait un niveau de transmissibilité important et que vous trouvez en haut à droite dans le cadre, ou les épidémies de grippe saisonnière de 2011-2012 qui, à contrario, étaient moins actives et se transmettaient de manière moins active, que vous pouvez avoir en bas à gauche de votre écran sur ce cadre d'évaluation. On se rend compte que pour la pandémie de Covid, elle n'existe pas à un endroit seulement dans le cadre, mais qu'elle varie et que sa sévérité varie en fonction de l'âge, du profil démographique et des vulnérabilités préexistantes. Par exemple, pour les 0 à 19 ans, on se rend compte que la gravité du Covid-19 n'est pas si sévère. Mais par contre, pour les personnes de plus de 60 ans ou ayant des problèmes de santé sous-jacents, la gravité, elle, par contre, est sévère. Elle est très élevée. Ça pose évidemment un certain nombre de questions. On voit par exemple qu'en Sierra Leone, l'âge moyen aujourd'hui de la population est d'un peu plus de 19 ans. Alors, en Sierra Leone, est-ce que ça veut dire que cette pandémie est simplement dans la catégorie des virus saisonniers et ne nécessite pas de mesures particulières? Quel va être son impact sur le système de santé? Tout ça sont des questions extrêmement pertinentes que les pays se posent et qui ont contribué à nous pousser à former ce partenariat pour essayer de fournir des éléments de réponse aux pays afin de trouver un équilibre entre la mise en place des mesures sociales et de santé publique et la pandémie. Nous savons aussi, et vous êtes bien placés en première ligne pour le savoir, que la croissance explosive des cas de Covid-19 observés dans d'autres parties du monde ne s'est pas encore à ce jour matérialisée en Afrique, avec un certain nombre d'éléments qui pourraient expliquer cela. La jeunesse relative de la population, qui peut être protectrice, et je viens d'en parler, les mesures décisives qui ont été prises rapidement par un certain nombre de pays et qui peuvent avoir ralenti la transmission. Le fait aussi que certains États membres pourraient néanmoins entrer dans une phase de transmission plus rapide de la maladie dans les semaines qui viennent, ou encore le fait que le faible nombre de cas observés pourrait ne pas refléter la prévalence réelle de l'infection encore à ce stade aujourd'hui. Les pandémies, on le sait, sont extrêmement perturbatrices pour l'activité économique et pour les sociétés. Elles sont complexes, elles ont un impact pour les individus, pour les foyers. On sait néanmoins que le recours à des mesures qui atténuent la gravité de la pandémie, telles les mesures dont nous avons parlé, les mesures sociales de santé publique, peuvent aussi réduire la gravité du ralentissement économique.
Nous avons par exemple des données qui datent de la grippe de 1918 aux États-Unis, qui ont montré que la mise en œuvre rapide de mesures sociales de santé publique pouvait non seulement atténuer la gravité de la pandémie, mais aussi pouvait atténuer l'impact économique et l'impact sur le ralentissement économique. Et que l'ampleur des pertes économiques, à contrario, pouvait être plus profond en l'absence de mesures. Bien sûr, nous ne savons pas exactement à quoi cela pourrait ressembler dans les pays à faible et moyen revenus. Mais nous savons, et ça, aujourd'hui, les éléments nous semblent nous l'indiquer, que cette pandémie ne va pas être terminée rapidement. On en a encore pour plusieurs mois devant nous, et qu'il pourrait y avoir plusieurs vagues. Et que dans ce contexte-là, il est absolument nécessaire d'adapter les mesures sociales de santé publique au contexte local pour réduire la charge économique et les perturbations sociales. Mais il est aussi absolument nécessaire d'avoir recours à des mesures, à des subventions, à des contre-mesures supplémentaires pour réduire la charge économique sur les individus et sur les foyers. Il faut systématiquement trouver un équilibre entre mesures sociales de santé publique pour réduire l'épidémie et leur impact à la fois sur l'épidémie et sur la société. Pour être en mesure d'adapter les mesures sociales de santé publique, ainsi que les mesures d'atténuation qui l'accompagnent et qui peuvent avoir été mises en place par les pays, type distribution de nourriture, transfert de cash, contrôle des prix des produits de première nécessité, délai de paiement pour certaines échéances fiscales, etc. Pour savoir comment ajuster ces mesures, il faut disposer de preuves. Il faut disposer de preuves et d'éléments pour comprendre l'impact des mesures sociales de santé publique. Le partenariat pour une réponse à la Covid fondé sur des preuves est un partenariat public-privé visant à soutenir le recours à des mesures fondées sur des données probantes pour réduire l'impact de la Covid sur les États membres de l'Union africaine. Ce partenariat s'est donné pour mission de vous fournir ces données, de vous fournir des éléments d'analyse afin de vous permettre au mieux d'ajuster vos prises de décision. Dans ce partenariat, dont vous voyez les membres, les logos sur la diapositive, nous nous sommes associés non seulement avec des grandes organisations de santé publique, mais aussi avec 2 compagnies privées, Ipsos et Noveta, qui apportent leur expertise en matière d'études de marché et qui ont des années de recul par rapport à ce type d'analyse qu'elles peuvent contribuer à apporter à travers des sondages, à travers des données de mobilité, à travers des analyses. Le partenariat pour une réponse fondée sur des données probantes s'appuie donc, grâce à ces divers partenaires, sur des données épidémiologiques, sur des données de sondage, sur des données provenant de la presse écrite et des médias sociaux, sur des données de mobilité, et enfin sur des données afférentes aux troubles de l'ordre public et à la violence qui pourrait se dérouler. Ce que nous essayons vraiment de comprendre à travers ce partenariat et les informations qu'il rassemble, c'est comment les mesures sociales de santé publique modifient la dynamique de la transmission épidémique. Dans ce graphique que vous pouvez voir sur cette diapositive, la ligne jaune, donc c'est un pays, je ne nommerai pas lequel, la ligne jaune vous montre la moyenne glissante à 3 jours des nouveaux cas pour un pays. Les points bleus de taille plus ou moins élevée vous montrent les différentes mesures sociales de santé publique mises en place par un pays. Et vous voyez qu'en corrélant les deux, en associant les deux, on peut avoir une idée de l'impact des différentes mesures sur les dynamiques de transmission. Lorsque nous avons formé le partenariat et que nous nous sommes demandé comment apporter de la valeur, voilà la question que nous nous sommes posée. Quel est l'impact des mesures sociales de santé publique? Quand et comment les utiliser? Comment les combiner? Et comment aussi les soulever? Pour cela,
Il est donc, comme je l'ai noté, essentiel de surveiller l'impact des mesures de santé publique sur la trajectoire de l'épidémie, comme dans ce graphe, pour pouvoir dire si ces mesures ont un impact ou non. Si les mesures sociales de santé publique ne montrent pas les résultats escomptés sur la trajectoire de l'épidémie, les décideurs doivent se demander pourquoi et explorer un certain nombre de questions auxquelles, encore une fois, le rapport et le partenariat essayent d'apporter des réponses. Ces questions incluent: les communautés comprennent-elles pourquoi les mesures sociales de santé publique sont nécessaires? Et les communautés ont-elles les ressources pour mettre en œuvre efficacement l'adhésion à ces mesures? Quels sont les obstacles à l'adhésion? Pourquoi les communautés résistent-elles? Pourquoi n'en sont-elles pas en capacité de mettre en place les mesures nécessaires? Mais aussi, comment peut-on les adapter, ces mesures, et atténuer leurs impacts afin d'améliorer l'adhésion et de limiter leurs impacts négatifs? Comment pouvons-nous suivre en temps réel l'impact de ces mesures, comme je vous l'ai montré sur le graphique précédent? Et sur quels éléments clés les décideurs doivent-ils s'appuyer afin de garantir une application des mesures qui soient fondées sur les données? Toutes ces questions sont des questions essentielles pour arriver, avec les moyens qui sont les nôtres, c'est-à-dire les mesures sociales de santé publique, à ajuster au mieux l'utilisation de ces mesures, tout en prenant compte de l'impact qu'elles ont pour les populations et leurs moyens de survie. Dans la deuxième partie de ce webinaire, le docteur Benjamin et moi-même passerons en revue certains des trouvailles, certains des résultats de ce rapport, où nous tentons de mettre en perspective les données variées, les données épidémiologiques et les données de sens social. Mais je peux d'ores et déjà vous dire que les trois principales recommandations au début de cette pandémie, qui sont sorties de ce rapport, étaient les suivantes. Il est absolument essentiel que les pays se consacrent sur le renforcement des capacités de santé publique alors que leur charge en nombre de cas est encore faible. C'est vraiment la base et c'est ce qui permettra, en testant, en suivant, en isolant et en traitant les cas, de penser et de commencer à imaginer une réouverture de la société. Le deuxième élément, la deuxième recommandation du rapport est qu'il est absolument essentiel de suivre les données sur la manière dont les mesures sociales de santé publique répondent au contexte et aux besoins locaux liés à la Covid-19. C'est cela qui permettra de déterminer quand et comment initier ou lever les mesures sociales de santé publique, tout en protégeant à la fois les vies et les moyens de subsistance et en trouvant un équilibre entre les deux. Enfin, troisième recommandation de ce rapport, il est essentiel de mobiliser les communautés pour adapter les mesures sociales de santé publique au contexte local et communiquer efficacement avec la population sur les risques afin de maintenir le soutien du public et d'obtenir une large adhésion et de protéger les plus vulnérables. Voilà, j'espère dans cette première partie vous avoir donné une idée à la fois de ce que sont les mesures sociales de santé publique, comment est-ce qu'elles doivent être envisagées et de quelle manière est-ce que ce partenariat qui vient d'être constitué tentera de vous soutenir pour vous aider à prendre des décisions basées sur les faits et trouver le bon équilibre. Merci beaucoup, Madame Buissonnière, pour cette introduction. Nous allons passer à un sondage afin de mieux comprendre les participants et mieux comprendre leur façon d'avancer sur ces questions. Candela, est-ce que tu peux lancer le sondage, s'il te plaît? On va vous laisser quelques secondes pour y répondre et puis ensuite, on vous partagera les résultats. D'ores et déjà, je peux vous dire, puisque j'ai la liste des participants sous les yeux, que nous avons des participants d'un peu partout en Afrique avec un gros contingent de la République démocratique du Congo. Nous avons aussi de nombreux participants qui nous viennent de Guinée, du Sénégal et de beaucoup d'autres pays. Ok, je pense qu'on peut, Candela, fermer le sondage et obtenir les résultats finaux. Merci. Alors, la question, vous la connaissez, c'est quel type de données utilisez-vous pour éclairer les prises de décision au niveau local?
parmi les multiples sources de données qui vous sont proposées, celle qui arrive en premier, et largement, ce sont les données, bien sûr, épidémiologiques. 78% d'entre vous les utilisent. Ensuite, nous avons les données des tests de diagnostic, 61%. Puis, nous avons les données provenant de la presse écrite et des médias sociaux. Ensuite, nous avons les données de mobilité, les données issues d'enquêtes auprès des résidents urbains, des populations urbaines, et les données issues des troubles de l'ordre public et de la violence. Pour les 4 derniers éléments, les données enfin, le pourcentage d'entre vous qui les utilisent est compris entre 16 et 35%. Voilà. Je vous propose maintenant de passer au conférencier suivant, ou plutôt à la conférence suivante. Il s'agit de Marine Buissonnière à nouveau. Donc, en fait, dans le rapport dont le lien vous sera transmis cet après-midi, que nous vous présentons aujourd'hui, vous verrez que nous avons écrit des données provenant de la plupart des sources mentionnées dans le sondage auquel vous a répondu. Et qu'en fait, évidemment, les données épidémiologiques sont la base, ainsi que les tests, mais qu'il y a tout un nombre de données autres sur lesquelles on peut s'appuyer pour vraiment bien comprendre la dynamique de société et ajuster les messages de communication. Et c'est sur quoi je vais maintenant porter l'attention de cette partie de la présentation. Je vais me concentrer sur les données comportementales et les implications en termes de communication sur les risques. Fondamentalement, les mesures sociales de santé publique, quand on demande aux gens de rester chez eux ou quand on demande aux gens de ne plus aller à l'école, de se laver les mains, d'adopter une hygiène particulière par rapport à la toux, etc., ce sont des changements de comportement à grande échelle sur une longue période que l'on demande aux gens. Les changements de comportement est bien compris, ils sont connus des spécialistes de la communication des risques dont vous avez des représentants dans notre discussion aujourd'hui, dans vos ONG, dans vos ministères, etc. Mais dans le contexte de Covid, il y a un enjeu et un défi particulier, c'est l'échelle des changements qu'on demande aux gens et la durée. Et c'est cela vraiment qui en fait un défi particulier. Pour que les mesures de santé sociale publique soient mises en œuvre efficacement, il est crucial de tenir compte de l'acceptation du public et de sa capacité à adhérer à ces mesures. Et pour cela, il faut comprendre l'expérience du public en matière de mesures et il faut adapter et équilibrer les besoins de santé publique d'un côté et l'impact sociétal et économique de l'autre. Pour cela, dans tout cela, une communication efficace des risques et un engagement des communautés, une mobilisation communautaire sont absolument essentiels pour renforcer la confiance, l'engagement et l'adhésion du public à l'égard des mesures. Diapositive suivante. Je vous ai parlé des différentes données qui constituaient le fondement, la base du rapport que nous allons partager, données épidémiologiques, données de tests, données de la presse écrite et des médias sociaux, données de mobilité, enquêtes auprès des résidents, troubles de l'ordre public. Et c'est en fait la réunion et l'analyse de toutes ces sources de données que l'on met en musique qui est susceptible de vous intéresser et de vous donner des éléments pour ajuster votre communication et intégrer le feedback fourni par ces données pour ajuster votre approche. Diapositive suivante. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Ce que je vous présente ici, ce sont quelques conclusions clés et certaines de ces implications par rapport à la communication des risques. Le rapport en contient bien d'autres et des notes détaillées. J'espère que vous aurez la possibilité de vous plonger dedans. Notez également que les données, notamment celles que je vous présente aujourd'hui, datent d'1 mois maintenant, donc certains pourcentages spécifiques pourraient avoir changé, mais le tableau général est probablement le même. Nous avons tout d'abord constaté que la sensibilisation au Covid-19 était très élevée, presque universelle dans les 20 pays étudiés. L'ensemble des gens savent que le Covid existe, l'ensemble des gens ont conscience que le Covid est une maladie qui risque de se transmettre par des contacts
on a donc un niveau de sensibilisation à la Covid qui est particulièrement fort. Mais on se rend compte aussi que les populations veulent plus d'informations. Ils souhaitent plus d'informations sur leur propre protection, comment se protéger eux-mêmes et leurs familles, ainsi que sur les traitements disponibles ou non pour répondre au Covid-19. Nous avons également constaté que la désinformation et l'incertitude perdurent. Comme vous pouvez le voir sur ce graphe à gauche sur la diapositive, il y a un nombre de personnes significatives dans les 20 pays qui ont été sondés qui pensent qu'en buvant du citron ou en prenant de la vitamine C, on peut se protéger contre le Covid. Il y a aussi un certain nombre de perceptions problématiques sur la manière de se comporter vis-à-vis de gens qui ont guéri du Covid-19. Il y a aussi, et on le voit, vous pouvez le voir en bas de la diapositive, une perception encore qui demeure sur la possibilité d'être contaminé par des gens qui viendraient de Chine ou qui ressembleraient à une personne asiatique dans votre propre pays. Il y a donc des préjugés qui persistent et des fausses informations qui sont encore présentes de manière significative. Cyril, merci. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour la communication des risques? Ça signifie un certain nombre de choses. La première, c'est qu'il va être important de continuer à communiquer de manière honnête et proactive, étant donné les incertitudes scientifiques qui demeurent par rapport au Covid-19 et la rapidité avec laquelle la science évolue par rapport au Covid. Nous en apprenons tous les jours sur cette maladie. Notre compréhension aujourd'hui est bien meilleure qu'hier et dans quelques semaines, nous en connaîtrons encore beaucoup plus. Par rapport à cette incertitude scientifique, il est important de communiquer de manière honnête et d'accepter l'incertitude. Ce sera le moyen d'établir la confiance avec les communautés. Reconnaissez ce que vous ne savez pas. Acceptez de communiquer sur la base des éléments que nous avons aujourd'hui, tout en reconnaissant que nous n'avons malheureusement pas un tableau complet de cette maladie et de la manière dont elle évolue. Par ailleurs, il est absolument essentiel aussi de répondre à la désinformation. Mais cette réponse à la désinformation ne peut pas se faire en répétant les informations erronées et en disant qu'elles sont… On a appris à travers les sciences sociales et les sciences des communications ces dernières années que plus on répétait les informations erronées, même pour dire qu'elles l'étaient, plus on leur donnait du poids et plus on les renforçait. Alors, il est absolument essentiel pour contrer la désinformation, et il est préférable de communiquer avec des bonnes informations et de manière fréquente, avec des informations actualisées et par le biais de canaux de sources fiables. Enfin, troisième point, il est important d'anticiper et de combattre la stigmatisation. Et pour cela, il faudra adopter une communication empathique. On sait que l'incertitude peut conduire à la stigmatisation et que la rumeur peut se répandre et que souvent, elle exploite cette rumeur et cette incertitude, les préjugés latents qui existent au sein des sociétés. Il sera donc important d'anticiper ce phénomène et de savoir qu'il pourra se produire et d'y faire face par le biais d'une communication empathique. Un autre des éléments, une autre des conclusions clés qui est ressortie de ce rapport, des sondages et des informations, c'est que la majeure partie des personnes interrogées s'accordent à dire, à reconnaître que la Covid-19 pourrait être un problème important pour leur pays, mais pour le coup, elles n'ont pas le même sentiment de risque individuel. C'est-à-dire que si l'ensemble des personnes sondées vraiment sont conscientes qu'au niveau du pays entier, la Covid va être un problème important, elles ne pensent pas qu'elles sont à risque, ou en tout cas dans une proportion bien moindre, d'être affectées elles-mêmes par la Covid-19. Ici aussi, les données datent du mois d'avril, mais ce type de suivi est important.
car il vous permet d'avoir une idée un petit peu de la manière dont les personnes perçoivent leurs propres risques vis-à-vis de la maladie et donc sont susceptibles de se comporter dans l'adaptation et l'adoption des mesures sociales de santé publique. Cyril ? Merci. La perception du risque personnel, on le sait, est un indicateur important de l'adhésion aux orientations de santé. Si je ne perçois pas de risque pour moi-même, je suis probablement moins à même de vouloir adopter les mesures sociales de santé publique qui sont dictées par les autorités ou par le gouvernement. Et à contrario, si je pense que je suis moi-même plus à risque, j'ai plus de chances d'adhérer aux orientations de santé publique et aux mesures qui sont mises en place. Nous savons, grâce à des décennies d'expérience en psychologie sociale, en sciences sociales et en communication, que finalement, c'est la réaction émotionnelle qui conduit au changement de comportement. Ce n'est pas la réaction intellectuelle. Nous n'agissons pas sur la connaissance, nous agissons sur les sentiments. C'est pourquoi il est important de continuer à mesurer la façon dont les gens ressentent les risques parce qu'elle est un indicateur de leur manière dont ils sont susceptibles d'agir et d'adhérer aux mesures. Lorsque les gens ressentent ce qu'ils savent, de ce sentiment découle le respect et l'adhésion aux mesures de santé publique. Dans ce contexte, les efforts de communication des risques devront construire cette perception personnelle du risque, mais aussi lier le risque personnel à la notion de risque communautaire, de risque partagé, et à l'importance de respecter ces conseils, non seulement pour soi-même, mais pour le bien collectif. Une autre des trouvailles ou une autre des informations de ce rapport, c'est que nous avons constaté qu'au départ, et rappelez-vous, ces données datent du mois d'avril, au départ, une grande confiance dans la réponse des gouvernements et une forte acceptation des mesures sociales de santé publique existaient. Donc ça, ce sont pour des données du mois d'avril. Le soutien aux mesures sociales de santé publique était élevé dans tous les domaines, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, et dans tous les pays. Il était plus élevé pour les mesures individuelles, type arrêt des poignées de main, isolation des contacts ou quarantaine. Il était plus faible, mais toujours élevé par rapport aux mesures communautaires, fermeture des églises, fermeture des transports entre les villes, fermeture de certaines localisations géographiques. À ce stade précoce, des données qui sont présentées ici, c'est-à-dire des données du mois d'avril, ils reflétaient la satisfaction et la confiance dans les informations fournies par le gouvernement. On voit néanmoins dans les données plus fines qu'il y a une corrélation entre le statut socio-économique et le soutien aux mesures. Donc les personnes économiquement plus vulnérables étaient généralement moins favorables aux mesures. Ce qui paraît intuitivement logique. Dans l'ensemble, qu'est-ce que cela signifie au point de vue de la communication ? Cyril ? Cette satisfaction et cette confiance élevée, qui était un atout au début de cette réponse, doit être maintenue et renforcée. Lorsque l'on a une grande confiance, on est susceptible d'avoir un plus grand soutien par rapport aux mesures. Nous ne savons pas aujourd'hui encore ce qu'il en est au mois de mai, mais on va le savoir bientôt. Mais une chose est sûre, c'est que cette confiance dans les informations reçues doit être protégée. Elle est cruciale. Elle est cruciale en particulier dans ces circonstances incertaines. Elle est essentielle pour susciter l'engagement, l'acceptation et en fin de compte l'adhésion du public. Elle donc doit être maintenue. Finalement, c'est le défi auquel vous devez faire face. Vous êtes partis tous collectivement d'une base relativement élevée en termes de confiance. Il va falloir la maintenir pour que les gens continuent à ressentir cette confiance et continuent à adhérer finalement aux formules qui sont proposées par les autorités. L'un des éléments essentiels au maintien de cette confiance
et pour le gouvernement et les autorités d'être honnêtes, on en a parlé par rapport au message de la réponse, mais aussi d'être transparent par rapport aux limites de la réponse du gouvernement, de ce qui va être possible de faire. Si vous promettez trop et si vous vous engagez trop de manière excessive, vous risquez de créer de la colère et du désappointement en faisant des promesses excessives qui vont par la suite décevoir. Donc, être honnête par rapport à ce qui est possible et par rapport à ce que le gouvernement est susceptible de pouvoir faire est absolument essentiel pour maintenir la confiance, non pas dans l'instant, mais sur la durée. Parce que, comme on l'a dit, un des défis de cette crise, c'est la durée. Nous avons également mesuré quels seraient les obstacles à l'adhésion aux mesures sociales de santé publique. Et ces obstacles sont réels, ils sont profonds et ils touchent une proportion significative de la population. Une partie importante de la population, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, serait rapidement à court de nourriture et d'eau ou à court d'argent si un confinement à domicile était imposé. La plupart des gens n'auraient pas non plus d'espace physique pour isoler les malades, si telle était la demande d'une isolation à domicile par les autorités. Pour l'élaboration des politiques et de la gestion des risques, cela signifie que les orientations devront être adaptées, devront être gérées pour comprendre cette réalité des communautés, pour comprendre cette réalité des foyers. L'engagement et l'évaluation des besoins doit se faire avec les communautés pour comprendre et ajuster, modifier les mesures sociales de santé publique de manière à ce qu'elles ne fassent pas peser sur les populations un fardeau trop lourd. Il est fort probable que ces dernières semaines, depuis que les données ont été publiées, la pression pourrait avoir augmenté. Ces obstacles sont réels. Et c'est vraiment les mesures d'aide visant à rendre l'adhésion possible qui vont devenir essentielles dans ce contexte. La communication des risques, la communication sur les risques devra reconnaître cette réalité et ne pas rester sourde à ces réalités. Sinon, la susceptibilité que la réaction des individus et de la population soit une réaction de rejet est réelle et on l'a d'ailleurs observé dans un certain nombre d'endroits. Enfin, nous avons examiné les sources d'information auxquelles les gens ont accès, ainsi que leurs sources d'information les plus fiables. Et là, j'imagine que cela ne vous surprendra pas, nous avons constaté que les porte-paroles les plus fiables en matière d'information sur la santé étaient les autorités médicales, y compris au sein du gouvernement, et les chefs religieux. On fait plus confiance aux autorités médicales et religieuses dans l'ordre général qu'aux dirigeants politiques. Les dirigeants politiques sont considérés comme moins fiables, bien que certaines équipes présidentielles aient eu, dans certains pays et dans certains sondages, un niveau élevé de confiance et de soutien. En termes de médiums, la télévision et les radios, les médias de masse, très utilisés à l'échelle du continent, on le sait, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ainsi que WhatsApp et Facebook, qui sont couramment utilisés. En termes de recommandations et de conséquences pour la communication sur les risques, ce que cela signifie, c'est qu'il est essentiel d'identifier et de faire participer les dirigeants des communautés locales et les porte-paroles de confiance dans la communication des risques. Les dirigeants médicaux, les dirigeants religieux, en quels la population a confiance. Et puis, il est aussi important d'exploiter les médias de masse, de continuer à les utiliser parce que l'on sait que lorsque des crises d'une ampleur comme celle que nous vivons touchent l'ensemble de la société, le public devient plus attentif aux médias de masse qu'il ne pourrait l'être en temps normal. En conclusion, la Covid-19 présente un certain nombre de défis pratiques, en particulier en matière de communication. Le premier, je l'ai mentionné, ce sont les incertitudes scientifiques autour de la Covid-19. À mesure que la science se développe et que nous en apprenons davantage, nous devrons gérer cette incertitude.
et l'empêcher de conduire à de la désinformation et de la stigmatisation. Pour ce faire, nous en avons parlé, une communication honnête, une communication proactive, fréquente, via des sources fiables, est essentielle. Nous reconnaissons également que la perception du risque personnel est cruciale et restera cruciale tout au long de cette crise et possiblement face aux multiples vagues que nous pourrions attendre du Covid-19. Le Covid n'est pas un événement, la Covid-19 n'est pas un événement unique, mais il va s'agir de quelque chose qui s'étend sur le long terme et donc maintenir à la fois la perception du risque individuel et l'adhésion aux mesures sociales va être absolument cruciale. La cohésion sociale et l'action en faveur du bien collectif va être nécessaire. On sait que l'action en faveur du bien collectif, on l'a menée, sera d'autant plus facile et les gens y adhéreront d'autant plus s'ils comprennent les raisons des mesures qui ont été mises en place. Et s'ils décident de les appliquer eux-mêmes, cette auto-application, cette décision d'appliquer soi-même les mesures est la façon la plus efficace pour la mise en œuvre des mesures et de leurs impacts. Cela réduira aussi la pression sur les autres formes d'application, y compris des formes sécuritaires d'application des mesures que l'on peut voir dans certains endroits et qui peuvent tendre sur le long terme à être contre-productifs. Les gouvernements devront aussi maintenir la confiance, j'en ai parlé, en particulier à mesure que les difficultés et les contraintes augmentent et s'accumulent. La communication des risques devra donc continuer et être fondée le plus possible sur des éléments probants. Le partenariat dont nous vous présentons le rapport aujourd'hui va continuer à vous fournir des éléments et le docteur Benjamin vous donnera un peu plus d'informations sur ce sujet. Continuer à fournir des informations rapides, honnêtes, coordonnées, adaptées au contexte local, mais aussi au stade de l'épidémie dans lequel vous vous trouvez, va continuer à être essentiel. Gérer la désinformation, les rumeurs, la stigmatisation, par une communication proactive, honnête, empathique, restera essentiel. Expliquer les raisons d'être des mesures sociales de santé publique vous aidera aussi à améliorer la perception des risques individuels et à promouvoir la cohésion sociale. Enfin, l'engagement bidirectionnel avec les dirigeants communautaires, ceux qui sont de confiance, y compris les chefs religieux et les réseaux, et utiliser les médias de masse de façon optimale, font partie des outils à votre disposition pour continuer à rassembler autour des mesures que vous souhaiterez mettre en place. Je vous remercie et je repasse la parole à Cyril. Merci beaucoup, Madame Buissonnière. Nous allons passer maintenant à notre interlocuteur suivant, conférencier suivant, Dr Jules Dabaye. Avant ça, nous allons faire un nouveau petit sondage. Donc, Candela, si tu veux passer le sondage à tous pour que chacun sur son écran puisse saisir les réponses appropriées. Je vais vous montrer les questions, les voici. Vous les avez sur votre écran et vous avez aussi projeté. Donc, parmi les éléments suivants, lequel sera le principal objectif de votre prochain effort de communication sur les risques? S'attaquer à la désinformation, s'attaquer à la stigmatisation, renforcer la perception du risque de Covid-19 au sein des populations susceptibles d'être touchées, améliorer l'adhésion du public aux mesures de santé publique et aux diverses mesures sociales, ou d'autres éléments. Et dans ce cas, merci de le préciser. On va prendre quelques minutes, on va essayer d'être rapide sur ce sondage pour pouvoir avoir plus de questions à l'issue de l'intervention du docteur Jules Dabaye pour prendre en compte, pour répondre à vos questions et avoir un petit moment plus interactif. Ok, alors pendant que vous achevez de répondre à ce petit sondage, nous avons aussi un certain nombre de questions-réponses que vous avez formulées
Et notre collègue Candela Iglesias en a sélectionné quelques-unes que nous allons pouvoir soumettre à la sagacité de nos conférenciers. Alors, nous avons déjà quelques questions qui ont apparu pour les conférenciers. La première question concerne un peu la méthodologie de l'enquête. Quels sont les pays qui ont bénéficié de l'enquête des données exploitées dans cette session? Peut-être juste rappeler que ça a été fait dans 20 pays en Afrique. Bien sûr, merci Candela. Donc, l'enquête, vous aurez la liste exhaustive dans le rapport, mais l'enquête a porté sur 20 pays d'Afrique, pays d'Africains francophones, anglophones et lusophones, des 5 régions africaines. Pour en citer quelques-uns, le Maroc, le Sénégal, la République démocratique du Congo, les pays aussi du Burundi, Rwanda, Ouganda, ensuite au sud, l'Afrique du Sud, le Mozambique, la Zambie, le Ghana, un peu plus au nord, entre autres. Donc 20 pays africains. Il y a eu des enquêtes téléphoniques qui ont été réalisées par le partenaire qui s'appelle Ipsos dans les zones urbaines et périurbaines dans chacun de ces pays. Par ailleurs, l'autre compagnie privée que j'ai mentionnée, Noveta, a procédé à une analyse des médias sociaux aussi sur ces 20 pays. Donc, en fait, les données que je vous ai présentées et que vous verrez avec beaucoup plus de détails dans le rapport sont des données qui correspondent à ces pays. Merci Marine. Et une autre question en rapport à ça, les gens se posent la question de quand est-ce qu'ils vont pouvoir accéder au rapport. D'accord. Dès cet après-midi, nous vous enverrons le lien vers le rapport, ainsi que le lien vers les données Ipsos notamment qui sous-tendent ce rapport, pour que vous puissiez regarder vous-même les éléments qui sont susceptibles d'être le plus pertinents et intéressants pour vous. Voilà. Je pense que nous avons d'autres questions, mais je pense qu'on pourra les poser à la fin de la séance pour pouvoir aussi avoir aussi Dr Benjamin qui participe dans les réponses. Parfait, merci beaucoup Candela et merci pour ces précisions Madame Buissonnière. Bien écoutez, on va maintenant mettre fin au vote. Nous avons 60 répondants. Alors, parmi les différents éléments qui vous ont été présentés, celui qui apparaît comme l'élément principal pour votre prochaine campagne de communication sur les risques, c'est d'améliorer l'adhésion du public aux mesures de santé publique. Donc ça, c'est 53% d'entre vous. Ensuite, nous avons renforcé la perception du risque de Covid-19 au sein des populations, 27%, puis s'attaquer à la désinformation, 15%, et la stigmatisation, 3 personnes ont sélectionné cet élément, c'est donc 5% d'entre vous. Voilà. Nous allons maintenant laisser la parole au docteur Djoudalbaye. Docteur Djoudalbaye, voilà, je pense que c'est la bonne diapositive pour vous. Nous vous écoutons. La bonne diapositive, merci. Alors, merci et je remercie tous les partenaires à ce processus. Je remercie également les différents participants qui sont nombreux à nous écouter. Cela témoigne de l'importance qu'elles accordent tous et toutes à la question de la communication des risques. Donc, c'est un sujet très, très important. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler de la lutte ou bien du contrôle d'une pandémie ou d'une épidémie ou tout simplement d'un événement de santé publique sans toutefois intégrer la dimension communication des risques. Sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet et moi je vais vous présenter très rapidement les étapes futures et surtout les implications par rapport au rapport qui a été présenté. Très rapidement, Africa CDC a publié un certain nombre de documents d'orientation depuis le début de cette pandémie sur le continent et tous ces guides, tous ces rapports sont disponibles sur le site
Internet de Africa CDC. Donc, si vous partez sur le site, vous allez trouver une page dédiée au COVID-19. Par exemple, voilà, vous avez devant vous sur cette diapo les orientations sur la distanciation sociale communautaire pendant une flambée épidémique, avec les recommandations clés qui ont été définies. Et surtout, ces recommandations clés vont permettre justement à la communauté tout entière, ou bien nous en tant qu'individus, à justement éviter d'entrer en contact avec le virus afin de lutter efficacement. On va passer pour la prochaine diapo. Alors, quelles sont les implications pour nous tous, hein? D'abord, les données du partenariat pour la riposte fondée sur les éléments probants contre le virus sont communiquées au niveau régional. Et vous avez entendu que l'enquête s'est déroulée dans les 5 différentes régions du continent. Elles fournissent des informations sur l'acceptabilité et l'impact des mesures sociales et de santé publique à un niveau général. Ensuite, les résultats doivent être triangulés avec les données, les connaissances, les recherches locales menées par les ministères de la Santé et les partenaires pour aider à guider. Noveta a été mentionné ici par ma collègue qui m'a précédé. Et nous travaillons également avec Noveta dans tout un autre domaine, mais qui est complémentaire à ce travail-là que nous sommes en train de présenter. Noveta nous a aidé à mettre sur pied un système de suivi des rumeurs, à l'échelle du continent. Et également, quand nous identifions par exemple des rumeurs, comment il faudrait définir des messages pour pouvoir contrer ces rumeurs-là, par exemple. Donc, voilà un travail qui est fait également par Africa CDC, qui est tout à fait complémentaire de celui-là. Alors, les données sur les médias sociaux traditionnels seront mises à disposition chaque semaine afin de fournir un aperçu plus précis des réponses locales aux mesures sociales et de santé publique. Et l'analyse de ces médias également pourra complémenter d'autres données sur les réactions de la communauté afin d'éclairer les activités de communication des risques et d'engagement communautaire. Ça, c'est très important, notamment par comment le feedback fonctionne dans une approche bidirectionnelle. Il faudrait justement, la communication, ça implique 2 personnes et comment celui qui envoie l'information, comment il la reçoit en retour. Donc, c'est très important d'avoir ce feedback-là, ce mécanisme de feedback. L'analyse des médias sociaux également est pertinente dans les communautés et c'est ce que je vous ai dit. Par exemple, ce que nous utilisons avec Noveta, ça nous permet également de faire justement un scan des médias sociaux pour pouvoir détecter ce qui s'y passe. Et notamment aujourd'hui sur le continent africain, nous avons une très bonne pénétration des smartphones et cela va permettre également d'organiser des campagnes ciblées sur les risques et également de gérer les rumeurs comme je l'ai mentionné tantôt. Alors, l'accès, par rapport à l'accès aux données du rapport, la fréquence que nous envisageons, c'est toutes les 6 semaines. Les résultats seront disponibles à l'adresse suivante et comme Madame Buchner vous avait dit, cette adresse-là sera partagée avec vous afin que vous puissiez avoir accès à ces informations. Vous recevez des rapports de routine PERC de la part de cette adresse email-là que vous voyez, qui sera envoyée par vitalstrategies.org et puis des tableaux de bord comportant une évaluation facilement interprétable de l'acceptabilité, des obstacles et de l'impact des mesures sociales et de santé disponibles pour 3 semaines. Et chaque État membre peut faire des demandes spécifiques de données PERC dans son pays en contactant justement Africa CDC à l'adresse qui a été mentionnée là. Et cette adresse, c'est l'unité qui s'occupe de ce qu'on appelle la surveillance basée sur les événements. Donc, il y a une unité, par exemple, qui passe son temps à scanner tous les événements possibles
les journaux, les médias traditionnels, etc., et tout ça, tout ce qui se passe dans la communauté, pour essayer de détecter ce qu'on appelle un signal qui pourra éventuellement se traduire en un événement de santé publique d'importance plus ou moins variée. Suivant. Voilà, donc vous avez là la dernière diapositive avec tous les partenaires de PERC représentés que je tiens à remercier et je salue au passage le partenariat. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Djoudalbaye. Nous allons maintenant passer à une séquence de questions-réponses. Candela, je sais que tu as eu à trier les nombreuses questions. Lesquelles semblent les plus pertinentes pour les quelques minutes qui nous restent? Alors oui, en effet, merci beaucoup à tous les participants de vos questions. Et si vous en avez encore, veuillez juste sur le panel tout en bas les écrire dans le panel questions-réponses dans votre Zoom. Et donc, une des premières questions que nous avons reçues, c'est comment faire la communication sur les risques dans un environnement qui ne connaît pas les confinements et la distanciation sociale comme pratique de vie courante? Alors, Dr Djoudalbaye, si vous n'entendez pas bien la question, je vais peut-être essayer de la répéter et puis de la reformuler. Dans un environnement, dans un pays, dans un environnement où on aurait du mal avec cette question de la distanciation physique, quelles sont les clés? Comment avancer pour tout de même arriver à faire passer les bons messages et à changer les comportements? Vous savez, le changement de comportement, c'est quelque chose de très difficile. On ne se lève pas du jour au lendemain pour changer de comportement. Ça, c'est déjà c'est le premier message qu'il faudrait intégrer quand on veut faire la communication du risque. Il y a plein d'autres défis qui vont autour parce que les gens ont déjà leurs habitudes, etc. Et ils ont, surtout sur le continent africain, nous avons une certaine forme de communautarisme auquel nous ne voulons pas nous en départir. Et il faudrait faire très attention. Et souvent, il faudrait apporter les messages justes. Il ne faudrait pas que cela soit fait de manière brutale. Quand les gens ne voient pas de cas, par exemple, ou bien des gens mourir, c'est extrêmement difficile de leur demander de ne pas se saluer, de ne pas se toucher, etc. Ou bien de se laver fréquemment les mains et autres, tout ça. Donc, il faudrait que c'est toujours pas bien d'en arriver là pour que les gens puissent voir, mais souvent, malheureusement, c'est quand nous voyons les gens commencer par mourir ou bien commencer par tomber malades, nous commençons par changer de comportement. Alors que là, c'est déjà trop tard. Et c'est pour cela, cela passe par l'éducation et c'est pas au moment d'une épidémie ou bien d'une pandémie qu'on doit justement apporter. Ça doit être un processus continu qui doit être intégré dans l'éducation, dans le système éducatif, les enfants qui grandissent, dans la communauté, les leaders communautaires et autres, tout ça, doivent déjà commencer par sensibiliser les gens justement sur ces mesures bien avant que nous ne fassions, avant d'être confrontés à ce genre de situation. Donc, il y aura toujours une période de flottement au moment où on commence par demander à la communauté de mettre en pratique ces mesures barrières et la mise en pratique réelle. Mais quand ils vont commencer par voir des événements se passer autour d'eux, ils vont changer de comportement. Merci. Merci beaucoup, Dr Djoudalbaye. Prochaine question. Alors, la question suivante, c'est avez-vous une stratégie pour parler de la COVID-19 sans pour autant contribuer à la stigmatisation? Alors, à nouveau, la question s'adresse à tous nos panélistes, y compris finalement Dr Nandita Murukutla. So, Dr Murukutla, here is the question. Would you have a strategy that would help discuss coronavirus without contributing to stigma? Okay. It's a very good question and particularly critically important when the information around the virus and the disease is still not fully known. So misinformation, gaps in knowledge,
all of that can lead to stigma, and it is extremely important to manage stigma. Some of the ways in which you do that is to... Okay. Oh, I'm sorry. Yes, please. Alors, c'est une question très importante, c'est une question critique aujourd'hui, et notamment dans les environnements et dans les situations où il y a peu d'informations qui circulent sur la maladie. Dans les situations où il y a peu d'informations, la possibilité de la stigmatisation est clos. The way to address that is for risk communicators to communicate often, to communicate with empathy, and to ensure that the potentially stigmatized populations are protected. So the communication must anticipate that. Alors, l'une des clés, c'est de communiquer le plus tôt possible, de communiquer fréquemment et naturellement, ça nécessite de communiquer avec empathie et bien sûr, ça nécessite de le faire le plus tôt possible. Thank you. Voici la réponse. Candela, est-ce qu'on a une autre question? Oui, merci. Alors, au moment où la plupart des pays sont en train d'adopter des mesures de déconfinement, sur quel levier la communication sur le risque peut-elle s'appuyer? Alors, docteur Judalbay, peut-être? Nous sommes à un moment clé aujourd'hui dans la maladie. Quelle serait votre réponse? Alors, la réponse, elle peut être en 3 étapes. Hein. La première étape, c'est déjà, il faudrait réouvrir. Il faudrait réouvrir parce que les effets sur la société et les effets sur l'économie et tout ça vont être très sévères. Donc, il faudrait ouvrir. Et un commentaire peut-être général avant d'aller dans les différentes étapes, c'est que ce que nous avons observé en Afrique, que les pays ont fermé très tôt. D'accord? Les pays ont confiné très tôt. Malheureusement, dans certains pays, malgré le fait que cela soit fait tôt, nous avons commencé par observer, par exemple, une augmentation de nombre de cas. Et de semaine en semaine, depuis mars jusqu'à actuellement, il y a une augmentation d'environ 1,5 fois par semaine sur l'ensemble du continent, le nombre de cas. Donc, voilà. Donc, il faudrait ouvrir. La première étape, c'est d'abord, il faudrait avoir la considération qu'il faudrait tenir, c'est qu'on ne peut pas ouvrir tout un pays, par exemple. C'est de regarder les zones géographiques qui ont, par exemple, un taux de transmission inférieur à 1. Là, maintenant, il faudrait commencer par ouvrir. Mais ouvrir comment? Il faudrait ouvrir, par exemple, tout ce qui est essentiel. Ouvrir également, permettre que les voyages essentiels commencent par se faire, que les marchandises commencent par circuler. Il faudrait également autoriser que les rassemblements au niveau social se font, mais avec moins de 10 personnes. Hein, et en observant justement les mesures de distanciation sociale. Il faudrait également maintenir dans le cadre de l'accès aux soins les services essentiels de santé. C'est très important. La deuxième étape, il faudrait aller graduellement également à ouvrir les services qui sont non essentiels, mais qui sont par exemple prioritaires, tels que par exemple les marchés, les frontières, les voyages au niveau, par exemple, là où transitent, par exemple, des marchandises au niveau des corridors. Également, il faudrait rouvrir dans cette deuxième étape les écoles avec les années qui sont prioritaires. Par exemple, les enfants qui sont en classe d'examen et autres, tout ça, il faudrait commencer par réouvrir. Et puis, sélectionner, par exemple, quelques restaurants qui doivent réouvrir et puis quelques écoles et également faire une extension des services essentiels, y compris les services de santé essentiels, par exemple la vaccination, tout ça c'est important. Maintenant, le troisième niveau, il faudrait rouvrir. Et tout cela, toutes ces étapes doivent être accompagnées des messages très clairs au niveau de la communication des risques, parce que le risque zéro, il n'existe pas. Et ce qu'on doit retenir, c'est que le COVID, il est là pour rester avec nous pendant longtemps. On ne sait pas combien de temps il va rester. La seule arme
qu'il faudrait avoir, très rapidement mettre un terme au COVID-19, c'est la vaccination. Pour le moment, nous n'en sommes pas là. Il faudrait, pour avoir un vaccin, il faut compter dans les 15 aux 18 prochains mois. Donc, ça nous amène au premier semestre 2021, ce qui fait qu'il faudrait apprendre à vivre avec la COVID-19. Ça, c'est le message essentiel. Et à chaque étape, il y a un message très important en communiquant les risques auxquels les gens sont exposés. Le virus, il est là, il va rester avec nous. Merci beaucoup, Dr Jude Albay. Candela, est-ce qu'on a une autre question? Oui. Alors, la question suivante, c'est dans les cas où les autorités sanitaires sont victimes des rumeurs qui leur font perdre la confiance, comment garantir l'acceptation des messages en lien avec la COVID-19 venant des autorités sanitaires? Maybe I'll translate that in English also for Dr. Murukutla, and then the three of you can answer. Dr. Murukutla, the question is around rumors, and how do we make sure that messaging, communication, risk communication coming from health workers is accepted if they're themselves victims of rumors? And then Marine or Nandita? I'll let Nandita start and then I can complement. Okay. Yes, it's a tricky and a difficult situation. This is why risk communication and communication early and often and through trusted authorities is critical. Alors, c'est une question clé et c'est justement pour cette raison-là qu'il faut communiquer très tôt dans le processus, fréquemment et au travers de sources qui ont toute la confiance des populations. In that context, with rumors and misinformation, we know that the more you respond to it, the more you allow it to stay on social media and continue to be talked about, the more that information starts to feel real. So in some way, okay. Ce que l'on sait, c'est que dans les cas de rumeurs et de désinformation, plus on y répond et plus on lui donne vie, eh bien, plus elle aura tendance à se propager sur les médias sociaux et à continuer d'exister. So in this context, it will be important for trusted authorities to put in place empathetic communication that protects health workers, reduces the stigma around health workers, and manages those rumors. Donc, dans ce contexte, ce qui est important, c'est que les autorités en charge puissent très tôt mettre en place une communication empathique vis-à-vis des personnels de santé et de les protéger de manière à ce qu'ils puissent continuer leurs activités. Thank you. Merci, Dr. Murukutla. Madame Buissonnière? Oui. Oui, je voudrais juste ajouter, on sait très bien dans cette pandémie qu'un des drames de cette pandémie, c'est la manière dont les soignants sont exposés. Ils sont à la fois exposés physiquement parce qu'ils sont souvent notre première ligne de défense. Ils sont aussi exposés à travers les accusations ou même des attaques qu'on a notées dans certains pays. Donc je pense que la dimension empathique dont le docteur Nandita vient de parler est absolument essentielle. Mais ce qui est essentiel aussi, c'est de passer le message sur le fait que sans les soignants, nous ne serons pas soignés. Ça paraît évident, mais ce sont eux sur lesquels nous dépendons de manière collective, non seulement pour le Covid-19 et la réponse à la Covid, mais pour tout le reste, les accouchements, les services de santé essentiels qui ne doivent pas s'interrompre pendant cette période absolument cruciale. Donc vraiment des éléments à mettre en exergue par rapport à nos soignants qui sont vraiment l'élément essentiel et le cœur de notre protection collective. Merci beaucoup, Madame Buissonnière. Candela, est-ce qu'on a d'autres questions?
ou pas? Et on continue à avoir des questions qui arrivent. Donc, tu me diras, Cyril, quand on a plus de temps. On n'a perdu personne pour le moment. Tout le monde est Ouais, là. tout le monde est très intéressé. Alors, je pense qu'il y a une question qui est intéressante pour la continuation du rapport, des rapports PERC sur les temps. Et c'est quel mode de communication devrons-nous adopter dans les durables? Quelles sont les perspectives de communication dans les durables? Alors, docteur Judalbay, pardon. En termes de perspective de communication, justement, il y a déjà l'organisation des webinaires fréquents pour vulgariser les rapports qui vont arriver. Ensuite, le partage de ces rapports sur toutes les plateformes que nous avons mis en place. Et nous sommes en train, par exemple, avec les communicateurs de risque sur l'ensemble du continent, nous avons une plateforme à travers laquelle nous pouvons partager ces rapports-là et également envoyer par canal officiel aux différents États membres pour que cela puisse être distribué et vulgarisé au sein des pays. Donc, nous avons différents canaux pour pouvoir faire passer le message. Merci. Très bien. Merci, docteur Judalbay. Candela, une autre question? Oui. C'est une question assez précise. Est-il avantageux de communiquer plutôt sur les nombres de personnes qui ont acquis la COVID-19 ou en donnant plutôt les cas de guérison? Okay, maybe I'll translate that also for Dr. Morukutla. So the question is around communication on cases. Is it better to communicate on people who got the disease or people who managed to break away from it, or to people who feel better, basically? Okay, I'll start and I'll ask others to follow. I'm not certain I follow the full context in which this question is being asked, but while it is critical to protect individual privacy, so there is no doubt about that, and that is important to protect people from feeling vulnerable or stigmatized. At the same time, talking about the cases, what is anticipated, including bad news, is important to give so that there is trust in that communication. So communicators and risk communicators must also not shy away from bad news and potential rises in cases. Alors, voici la réponse de Dr. Morukutla. Alors, bien sûr, elle n'a pas le contexte général de cette question qui est effectivement très précise. Mais néanmoins, voici ces éléments de réponse. Il est nécessaire de communiquer sur l'ensemble des éléments nécessaires. Et il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir honte ou peur de communiquer les mauvaises nouvelles. Il faut être transparent. And I'll just add maybe to that, all of this is to build a two-way dialogue and relationship between authorities and people. So if the information is transparent, then the trust builds and the community will work with the authorities. And that is the reason why we recommend that all information stay transparent and true. Okay. Un autre élément que Dr. Morukutla veut ajouter, c'est qu'il est nécessaire que cette communication soit bidirectionnelle, comme ça a été dit précédemment, et que on maintienne un contact vis-à-vis des populations pour que la confiance soit là. Et c'est pour ça que Dr. Morukutla voulait à nouveau souligner la nécessité de la transparence, base de la confiance. Je peux ajouter, Madame Cyril? Saunière? Oui. Alors, Dr. Benjamin, allez-y. J'ajouterai après. Alors, très bien. Nous, par exemple, à Africa CDC, nous communiquons sur, par exemple, l'ensemble des données autour de la maladie. Hein. Nous communiquons tous les jours le nombre de cas, le nombre de décès et le nombre de personnes guéries. C'est très, très, très important pour la population pour dire qu'on ne meurt pas toujours du COVID. Et l'information clé, par exemple, dans le cas du COVID, c'est que 80% des gens qui contactent cette maladie
sont asymptomatiques. D'accord? Il y a 15% qui développent des symptômes et 5% qui nécessitent des soins en réanimation. Donc ça, ce sont des messages très forts qu'il faudrait justement apporter à la population et expliquer pourquoi certains sont asymptomatiques, même si on ne connaît pas tout sur la maladie, mais apporter l'information. Je ne sais pas parce que les gens sont asymptomatiques qu'il faudrait, que 80% sont asymptomatiques, qu'il faudrait ne pas faire attention à la maladie. Les 10%, les 15% qui tombent malades et les 5% qui vont en réanimation, c'est extrêmement lourd et ça entraîne extrêmement beaucoup de tension pour le système de santé. Merci. Merci, Dr Judalbhai. Madame Buissonnière. Oui, je voulais juste ajouter une réflexion. Vous n'êtes pas sans savoir, vous tous qui travaillez soit dans les ONG, soit dans les gouvernements en première ligne, que l'opacité, la gestion de la maladie dans l'opacité mène toujours à des résultats problématiques. L'opacité nourrit le doute, nourrit la crainte, nourrit la peur. Et on le sait de l'expérience d'autres épidémies, de l'expérience d'autres maladies, que finalement l'opacité, c'est l'ennemi de la cohésion sociale et de la résolution commune de ces problèmes auxquels nous faisons face. A contrario, comme vous a été expliqué par Dr Nandita et Dr Benjamin, la communication régulière des données réelles au moment où on les connaît, des informations que l'on a et de leurs limites, nourrit la confiance. Et avec la confiance vient la cohésion sociale et la protection collective. Cette épidémie, nous n'en sortirons pas sans travailler ensemble, à tous les niveaux, au niveau local, au niveau régional, au niveau des pays, entre pays, au niveau multilatéral. Et à ce titre-là, eh bien, la communication honnête des informations que l'on a, sans dramatiser, sans les exagérer, est certainement un des meilleurs outils que nous possédons. Merci, Madame Buissonnière. Candela, est-ce qu'on a d'autres questions? On se rapproche tout doucement de la fin, mais je préfère qu'on prenne plus de temps pour des questions et puis moins pour les remarques de clôture. Alors, je veux juste peut-être mentionner pour les personnes qui ont écrit leurs questions dans le chat, il y a des réponses qui ont été faites par écrit, donc vous pouvez aussi les consulter. Et donc, une autre question que nous avons, c'est comment communiquer lorsque certains soignants se retournent contre le système de santé? Okay. I'll translate that also for Dr Murukutla, but once again, everyone may answer. N'importe qui peut répondre d'entre vous. La question, c'est comment communiquer lorsque les... in English, the question is, how should we communicate when health workers themselves are turning their back against the health system? Dr Judalbhai, vous voulez commencer? Je suis là. Non, mais vous savez, quand vous avez quelqu'un qui est du système, qui commence par communiquer contre le système, ça devient très dangereux. Comment contrer cela? C'est vraiment très difficile. Hein? C'est très difficile. Et j'en ai vu d'ailleurs, sur une chaîne de télévision des médecins qui sont venus dire des choses par rapport au Covid, qui vont complètement ruiner les efforts du travail qui est en train d'être fait. Mais je pense que dans ce cas-là, il ne faudrait pas se décourager. Il faudrait toujours continuer par communiquer et apporter la bonne information pour faire la différence. Il faudrait dire, d'accord, souvent il ne faudrait pas aller même de manière frontale, opposée. Il faut dire, d'accord, c'est votre opinion, mais à la lumière des connaissances actuelles, voilà ce que nous savons par rapport à cela. Donc, je pense que c'est de cette manière qu'il faudrait plutôt communiquer que d'aller de manière frontale, parce que quand on va de manière frontale pour contrer, ça va être très difficile, parce que là, également, ceux qui nous suivent et ceux à qui nous communiquons vont également être perdus. Donc, voilà un peu ma modeste contribution par rapport à cela. Il faudrait surtout essayer de comprendre que la personne peut avoir un autre point de vue que le nôtre, mais que la science et l'état des connaissances actuelles nous disent plutôt ça. Merci. Merci, Dr. Judalbhai. Dr. Murukutla, you wanted to... Yes, and forgive me if I'm repeating things that have been said. I just wanted to add that
it's important to recognize that communication cannot solve all problems. So within the PERC platform, for instance, we're measuring some of the burdens to people following the public health guidance around public health and social measures. So if people are suffering from lack of food or water, or they have the lack of means to adhere, communication alone cannot solve those problems. So we hope that the data source will help us identify different barriers for different solutions. Alors, il est important de reconnaître les limites de la communication. La communication ne peut pas tout résoudre, bien entendu. Dans le cadre du rapport PERC, nous analysons un certain nombre d'éléments, et notamment l'accès à la nourriture. Eh bien, lorsque les populations ont un problème d'accès à la nourriture, ce n'est pas la communication qui va résoudre le problème. Donc, prenons en compte les limites de ce que nous sommes capables de faire. And just a final clarification, and I'll hand it to Marine, to say what the data we hope can do is help people understand why either people are not complying, the barriers health workers are facing. And that's, Marine, I'll hand it over to you. Et ce qui est vraiment très important dans les éléments que nous mettons en avant dans le rapport PERC, c'est que nous soulignons les raisons qui expliquent pourquoi les populations ne mettent pas en œuvre les mesures sociales de santé publique. Les raisons qu'ils invoquent pour justifier le fait qu'ils ne les mettent pas en œuvre. Marine ? Oui, c'était juste pour ajouter un élément spécifique sur le fait que ce soit des soignants, parce que la question, elle était sur les soignants. Pourquoi les soignants se retournent contre le système ? Les soignants se retournent contre le système parce que le système, parfois, n'est pas à la hauteur, ne s'occupe pas des soignants. Parfois, le système ne paye pas les soignants. Parfois, le système ne donne pas aux soignants les moyens de se protéger eux-mêmes. Parfois, les soignants ne sont pas en mesure de faire leur travail, de prendre en charge les patients sans s'exposer et sans exposer les patients qui ont besoin d'aide. Donc, cette question qui est compliquée et pertinente renvoie peut-être à des questions plus larges par rapport à la manière dont les patients doivent être, les soignants doivent être outillés pour pouvoir répondre correctement à l'épidémie auquel on fait face. Et là, dans ce contexte, je rejoins le docteur Nandita. La solution, elle n'est certainement pas en termes de communication. La solution, elle est certainement sur la manière de dialoguer avec les soignants, les problématiques auxquelles ils font face et comment, avec les moyens qui existent, qui sont parfois limités, arriver à les soutenir pour qu'ils arrivent à remplir leurs fonctions. Merci beaucoup, Madame Buissonnière. Merci à tous. Nous arrivons à la fin de ce webinaire, de cette conférence en ligne. Merci au docteur Benjamin Djoudalbaï, merci au docteur Nandita Murukutla et merci à Madame Marine Buissonnière. Dans les 24 à 48 heures prochaines, vous recevrez 3 éléments. Le premier, ce sont les diapositives de cette présentation. Le second, c'est l'enregistrement de cette présentation. Et puis, le troisième, c'est un lien vers le rapport PERC qui contient l'ensemble des éléments qui ont été discutés aujourd'hui et bien plus, puisque nous avons fait un focus sur certains éléments. Tout ça vous sera envoyé par mail à l'adresse que vous avez renseignée lorsque vous vous êtes inscrit. Merci beaucoup aux intervenants et merci pour votre participation.